Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes à Casablanca, la capitale économique du Maroc, un pays qui compte environ 36 millions d'habitants. Casablanca, c'est aussi une ville portuaire située sur la côte atlantique, à 80 km au sud de Rabat, la capitale administrative du pays. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Abdou Diop. Vous êtes associé chez Mazars Maroc. Également avec moi, Gérard Biessi-Bonnet. Vous êtes directeur général adjoint de Crédit du Maroc, groupe Crédit Agricole France. C'est exactement ça. Et vous êtes installé à Casablanca depuis 4 ans. Voilà, et marocain depuis près de 4 ans. Voilà. Avec moi également Anaï Bezad. Vous êtes fondatrice et directrice de Wagon Casablanca. Qu'est-ce que c'est Wagon Casablanca? Le Wagon Casablanca est une école où on forme au métier du développement informatique. Et également avec moi Charles Pomared. Vous êtes fondateur et gérant Maroc Intégration. Voilà, nous sommes une société de services et on accompagne les expatriés qui arrivent et qui repartent du Maroc. Merci et bonjour. Alors pour débuter cette émission, on va comprendre pourquoi Casablanca est le poumon économique du Maroc. Alors quelles sont ces raisons? Je pense que pour parler de Casablanca et les raisons pour lesquelles aujourd'hui c'est une zone extrêmement importante pour l'investissement, on peut passer énormément de temps là-dessus, mais je vais surtout insister sur 5 points qui sont pour moi très importants, en tout cas les points les plus importants. D'abord, bien sûr, la position géographique. Donc Casablanca bénéficie de la position stratégique du Maroc. Donc on est à 5 heures des États-Unis, 3 heures de l'Europe ou 2 heures, 4 heures de toutes les capitales africaines, 5 heures du Golfe. Donc ça, c'est très important. Le deuxième point aussi qui est majeur, c'est toute la partie stabilité à la fois politique et macroéconomique. Donc aujourd'hui, tous les indicateurs macroéconomiques, que ce soit inflation, taux de chômage, sont au vert. Donc ça, c'est aussi très important. Le troisième point, c'est que Casablanca est un pôle économique majeur. C'est le bassin économique du Maroc. Plus de 60% de l'activité économique est à Casablanca. Nous avons des zones industrielles, des technopoles, même des agropoles. On a aussi à Casablanca un bassin d'emploi extrêmement important. Tous les écosystèmes industriels et des services sont à Casablanca. Le quatrième point, c'est le fait que Casablanca constitue un hub. Aujourd'hui, Casablanca est connecté par l'aérien à 34 capitales africaines et pratiquement toutes les capitales européennes, américaines et du Golfe. Casablanca est aussi un hub portuaire, puisqu'on a un très grand port. Un hub aussi routier et logistique, puisqu'on a des plateformes logistiques à Casablanca. Et le cinquième point sur lequel je vais insister, c'est Casablanca Finance City, puisque aujourd'hui, de manière institutionnelle, on a constitué un pôle qui est Casablanca Finance City, qui fait de Casablanca la première place financière africaine, ça c'est important à noter, avec tous les avantages d'une place financière, et particulièrement pour toutes les entreprises, notamment internationales, qui veulent se développer sur le continent. Aujourd'hui, il y a plus de 200 entreprises internationales à vocation panafricaine qui sont installées à Casablanca Finance City. Casablanca, c'est aussi 6 millions d'habitants. Anaï Bezad, vous êtes dans le digital. Qu'est-ce que le plan Maroc numérique 2030? Un petit mot là-dessus. Alors, le Maroc s'est engagé effectivement dans un vaste chantier très ambitieux pour favoriser la transformation digitale de ses entreprises, la transformation digitale de ses institutions et la formation de professionnels de l'IT. Dans ce contexte-là, nous, en tant que start-up Le Wagon, on rencontre un terreau fertile pour aussi tous les indicateurs que vous avez mentionnés. Et Casablanca constitue aujourd'hui un écosystème très intéressant, très favorable aux start-up. Alors, on va écouter Dominique Brunin nous donner des conseils d'implantation sur Casablanca. S'implanter au Maroc s'inscrit dans une logique à la fois de développement du marché marocain en propre
mais peut, voire doit s'inscrire aussi dans une stratégie de développement sur l'Afrique francophone en particulier. Le Maroc a mis en place une stratégie de rayonnement et de conquête des marchés d'Afrique francophone depuis maintenant de très nombreuses années. Des réseaux bancaires et de grandes banques marocaines sont aujourd'hui présentes dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Et donc une implantation française doit viser à la fois le marché marocain et le rayonnement sur le continent africain. Pour s'implanter au Maroc, il faut vérifier, croiser les informations, identifier le meilleur partenaire possible. Il n'y a aucune obligation de s'associer à un partenaire marocain, mais cette association avec quelqu'un qui connaît le marché, qui connaît les réflexes culturels, parce que même si on est dans un pays francophone, ça n'est pas la France, on ne négocie pas de la même façon, l'environnement culturel, l'environnement réglementaire est différent, et donc l'association avec un partenaire local permet de faciliter, réduire le risque et accélérer le potentiel de développement. Gérard Piessy-Bonnet, est-ce que vous êtes d'accord avec les conseils qui viennent d'être donnés? Oui, je suis tout à fait d'accord. Quand monsieur dit le Maroc, c'est pas la France, c'est souvent le piège. On parle français, l'administration ressemble à l'administration française, les structures d'accompagnement ressemblent à ce qu'on trouve en France. C'est pas la France. Donc le bon conseil, c'est justement quelque part de changer de référentiel en arrivant, de s'entourer. Alors, ce n'est pas forcément des associés, mais sur Casablanca, on a le siège de toutes les entreprises, de tous les cabinets de conseil, de découvrir le marché et de demander conseil aux Marocains. Au niveau des modalités d'implantation, est-ce que c'est compliqué de créer son entreprise? Non, c'est pas compliqué de créer une entreprise au Maroc. Alors, ce ne sera pas comme à Hong Kong où on peut la créer en 24 heures, mais je veux dire, en 2-3 semaines, on crée une entreprise. Je pense que le problème le plus compliqué, c'est pas forcément de créer l'entreprise, c'est de prendre le temps, d'avoir le temps de construire un réseau, d'avoir ses premiers clients, parce que le Maroc et les Marocains valorisent le temps, la patience. Et donc, arriver, vouloir développer tout de suite son activité en 2, 3, voire 6 mois, c'est pas forcément la bonne tactique. Se donner 1 an, 2 ans pour créer un réseau, pour échanger avec d'autres entrepreneurs, pour se faire recommander, pour construire une relation, c'est plutôt ça la bonne approche, à mon avis. Parmi les points forts au niveau de l'implantation, la main-d'œuvre, est-ce qu'il y a d'autres atouts au Maroc? Très clairement, aujourd'hui, d'abord il faut le rappeler, hein, il n'y a pas de règle de pourcentage de détention du capital par un national. Hein, donc un étranger peut s'implanter et détenir son entreprise à 100%. Ça c'est important parce que ce n'est pas toujours le cas dans tous les pays et ça c'est bon de le rappeler. Autre chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que le Maroc s'est lancé depuis quelques années dans une politique très forte d'émergence avec le développement de différents secteurs d'activité qui sont des secteurs arrimés à l'économie mondiale. C'est ce qu'on appelle un peu les écosystèmes sur les métiers mondiaux du Maroc. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités, au-delà uniquement de l'aspect administratif de s'installer, il y a beaucoup d'opportunités dans les différents secteurs. L'emploi est un avantage, c'est vrai, mais aussi le fait justement de disposer de tous ces écosystèmes autour qui permettent de travailler dans des standards internationaux et de pouvoir avoir à proximité tous les services nécessaires à un développement d'une entreprise au-delà de la main-d'œuvre. Et bien sûr, on dit, c'est vrai que ce n'est pas en 24 heures qu'on crée son entreprise, mais aujourd'hui, il y a un processus de digitalisation qui fait que la création d'entreprises est rapide. Et bien entendu, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait tout de suite l'intervenant pour dire que quand on va dans un pays, il faut se mettre sur les codes culturels du pays. On ne peut pas décider d'aller investir dans un pays ou d'aller s'installer dans un pays sans avoir à minima ce décodage culturel qui permet d'être au diapason des populations locales par rapport justement à ce qu'on veut faire. Quel est le dispositif fiscal au Maroc ? Il n'y a pas de dispositif fiscal unique, mais il y a justement beaucoup d'incitations fiscales. Donc il y a des zones offshore, essentiellement sur Tanger, Kénitra,
Mais il y a aussi un taux progressif sur l'impôt sur les sociétés qui est une première tranche à 10%. Beaucoup de règles d'exonération fiscale et surtout le Maroc cherche à développer ses flux export et donc des impôts minorés pour tous les entrepreneurs qui vont venir pour développer une activité exportatrice. Alors, je vous propose d'écouter Romain Ferrier nous parler des secteurs porteurs à Casablanca. J'ai une tendance qui tend à émerger, ça va être la mise en place de systèmes, plutôt de structures qui vont viser à supporter des activités qui sont initialement des activités sièges. Alors, je vais développer un petit peu. Aujourd'hui, j'ai des partenaires, des clients pour lesquels je recrute. Donc, on a un cabinet de recrutement qui vont recruter des équipes entières pour reprendre des activités qui étaient initialement dédiées au siège. Ça va être de la comptabilité, ça va être des bureaux d'études, ça va être de l'IT. Donc vraiment la mise en place de départements à distance de façon assez conséquente, et c'est une vraie tendance qui se dégage. Il y a eu les grands cabinets d'audit qui ont commencé la démarche. Donc on peut parler de Deloitte, on peut parler de Price, qui sont vraiment dans l'optique d'avoir des activités subalternes gérées par des équipes dédiées au Maroc, mais pour les pays d'origine. C'est le cas aussi d'entreprises industrielles. C'est également le cas pour de plus petites structures qui vont être des structures PMI, PME françaises qui ont choisi d'avoir une partie de leurs opérations traitées sur un pays où les salaires moyens sont moins importants. Donc ça, c'est une grande tendance selon moi et qui a tendance à s'accélérer. Merci beaucoup à Romain Ferrier pour ce témoignage. Je mentionne également que Romain Ferrier est fondateur du D2C, qui est un déjeuner mensuel qui se déroule à Casablanca et dont le but est de réunir des personnes qui sont dans divers secteurs d'activité. Une réaction à ces tendances sur Casablanca ? Oui, alors je partage ce qui a été présenté par Romain. Je pense qu'on a... On a des secteurs porteurs au Maroc qui sont notamment liés au plan de développement qui avait été initié par le gouvernement. En ce moment, les deux secteurs phares dans l'industrie, c'est l'automobile et l'aéronautique. Dans l'automobile, on peut parler de Renault à Tanger, et avec tout l'écosystème qui a été créé autour et beaucoup d'entreprises qui sont venues. Et également le groupe PSA qui installe une usine également donc à Kenitra. L'aéronautique avec pas mal d'acteurs. Donc il y a ce sont des secteurs porteurs, notamment pour les sous-traitants qui veulent suivre ces grandes entreprises qui vont produire au Maroc. Et nous, on en voit régulièrement qui nous contactent parce qu'ils ont toujours un ou deux expatriés qui vont venir s'installer. Deuxième secteur porteur, c'est l'offshoring. Alors, qui peut être l'offshoring à destination des services comme les call centers à destination de clients étrangers, et également des entreprises qui mettent en place des centres de services, c'est ce que disait Romain, partagés, et donc ils vont prester l'informatique ou la comptabilité au Maroc pour le compte de leur groupe qui est situé en Europe. Et ce sont des des structures qui recrutent pas mal de salariés, donc on peut appeler ça des secteurs porteurs. Anna Ebezat, quels sont les défis de demain pour le Maroc ? Le Maroc s'est engagé dans la fluidification des opérations monétaires, dans un régime d'échange plus flexible, ce qui, en tant qu'investisseur étranger, est une donnée fondamentale. En tant qu'entrepreneur, et en particulier dans des secteurs du numérique qui sont des secteurs de l'innovation, c'est aussi une donnée qu'on prend en compte. J'observe, moi, une densification de l'écosystème start-up avec de plus en plus d'acteurs, non seulement européens, mais aussi du Moyen-Orient, des États-Unis, qui s'intéressent à Casablanca parce qu'il y a ces signaux positifs qui sont envoyés au plus haut niveau. Est-ce que le pays est engagé dans une transition écologique ? Oui, tout à fait. Le Maroc est engagé depuis
déjà la COP 21, avant la COP 22 à Marrakech, dans une transition écologique extrêmement forte, avec, bien sûr, ne l'oublions pas, le Maroc a aujourd'hui une des plus grosses centrales solaires au monde, la centrale Nour, avec une volonté de passer le mix énergétique à 52%. C'est des décisions stratégiques assez importantes qui démontrent tout l'engagement du Maroc à aller vers la transition écologique. Et d'ailleurs, ça me ramène un peu à toutes ces opportunités. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit souvent ces métiers mondiaux, notamment l'aéronautique et l'automobile, mais dans le secteur énergétique, il y a énormément d'opportunités. Dans les secteurs justement de l'économie verte, il y a beaucoup d'opportunités au Maroc, mais aussi dans l'agriculture et l'agriculture durable notamment, où il y a beaucoup de choses qui ont été faites, dans le tourisme. Donc tous ces secteurs, au-delà du développement durable et de l'environnement, tous ces secteurs qui aujourd'hui sont en train de driver la croissance du Maroc et l'économie future du Maroc, sont des secteurs où il y a beaucoup d'opportunités pour tout investisseur, y compris aussi dans l'économie numérique. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de plateformes qui accueillent, que ce soit des startups ou des entreprises avancées dans le numérique. Et bien entendu, ne l'oublions pas aussi, toute la dynamique financière où aussi dans les services financiers, il y a beaucoup d'opportunités. Donc le Maroc présente en lui-même ces opportunités. Et comme le Maroc a aussi dans ses politiques décidé de s'ouvrir de manière très forte et de se connecter au continent africain, pour les entreprises qui ont une vocation non seulement d'investir au Maroc, mais aussi au-delà dans d'autres pays africains, le Maroc aussi est une excellente opportunité, une excellente plateforme, et en particulier Casablanca. Donc c'est important de pouvoir le rappeler. Alors on va écouter Dominique Brunin nous décrire les difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on s'implante au Maroc. La principale difficulté au Maroc, si on doit en évoquer une, est peut-être une difficulté d'ailleurs plutôt française. Ça peut être l'excès de confiance et le fait de se dire que le Maroc, c'est comme la France. Il y a plus de 30 000 étudiants marocains tous les ans en France. De très nombreux Français font le voyage au Maroc pour les vacances, les congés. On a l'impression de très bien connaître le Maroc. Mais la réglementation, notamment en termes de droit du travail, n'est pas tout à fait la même. La réglementation en termes d'accès au foncier n'est pas tout à fait la même. Et donc, il faut être extrêmement attentif et extrêmement vigilant. Et donc, il faut faire attention à ne pas croire que ce que l'on fait en France, on peut le faire au Maroc, parce qu'on peut se retrouver dans des contraintes totalement différentes. Et il vaut mieux éviter, mais c'est vrai comme dans beaucoup d'autres pays, de se retrouver entraîné sur des procédures judiciaires qui sont forcément très longues, coûteuses et qui peuvent être aléatoires. Quelles sont les difficultés auxquelles un entrepreneur peut être confronté ? Alors, on a parlé beaucoup des atouts, et plus que des difficultés, moi je parlerais de précautions. Encore une fois, le Maroc, c'est pas la France, c'est bien s'entourer. Et quand on parle de Casablanca, on a tout le siège social des banques, on a plein de structures d'accompagnement, on a plein de cabinets conseils. C'est de bien s'entourer pour comprendre les clés, pour comprendre les codes. On parle beaucoup de l'administration. Voilà, on parle beaucoup de la lourdeur de l'administration. C'est une réalité. Il y a des efforts pour la moderniser. Mais là aussi, il faut connaître, il faut être patient. Les difficultés aussi, c'est dans le management des hommes et des femmes. Je crois que le rapport au temps au Maroc n'est pas le même, y compris dans la vie professionnelle. Donc c'est comprendre ça. Beaucoup de difficultés, on parle de la qualité des transports au Maroc, des infrastructures, du TGV qui vient d'arriver, mais circuler à Casablanca, c'est une horreur. Donc tout ça est intégré quand on cherche à s'implanter, développer son business. Difficulté également peut-être dans des processus de contrôle qui sont toujours plus lourds au Maroc, qui est une société très hiérarchisée. Donc il y a souvent une personne qui fait une tâche et une autre qui doit contrôler la tâche réalisée. Enfin, on le voit en arrivant à l'aéroport à Casablanca, où il y a une personne qui vérifie que la première a mis le tampon. Et ça aussi, dans le développement du business, on ne peut pas aller contre. Il faut l'accepter, il faut s'adapter. Voilà, et c'est peut-être des précautions à prendre pour tout nouvel entrepreneur qui arrive au Maroc. Je pense qu'effectivement, ce sont des défis. Il y a tout un processus d'amélioration
tout le doing business au Maroc qui est enclenché depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent beaucoup d'améliorations dans beaucoup de domaines. Il y a encore quelques efforts. Donc, je vais peut-être rajouter quelques petits points où, effectivement, des efforts doivent être faits, mais les entrepreneurs doivent être conscients de ça. Il y a le sujet très important qui court aujourd'hui, c'est les délais de paiement. Aujourd'hui, il faut le dire, on a une économie où les délais de paiement sont relativement longs, particulièrement quand on travaille avec le secteur public. L'État y travaille, le ministre des Finances y travaille, donc, mais il faut l'intégrer. Il y a aussi le rapport qu'on peut avoir sur le plan administratif et documentaire avec notamment les collectivités territoriales et l'administration décentralisée, où effectivement, on n'a peut-être pas la même fluidité que l'administration centrale. Mais là aussi, des fast-tracks sont en train d'être mis en place avec les CRI, qui sont les comités régionaux d'investissement, ou encore, notamment, encore une fois, Casablanca Finance City, puisque c'est vrai que dans les procédures administratives, notamment pour l'obtention du permis de travail étranger, quelquefois, quand vous n'êtes pas dans le fast-track de Casa Finance City, ça peut prendre un peu plus de temps que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut être conscient, il faut s'armer de patience, mais encore une fois, il y a un processus de progrès très important qui est en place et le plan Maroc numérique intègre toutes ces dimensions pour pouvoir uniformiser les procédures administratives, avoir moins de documents à fournir, parce que c'est vrai que ceux qui ont l'habitude de légaliser des documents au Maroc savent qu'il y a beaucoup de paperasse à remplir, à fournir, et quelquefois à plusieurs administrations. Mais encore une fois, il y a un processus de progrès en cours pour corriger cela. J'ajouterais peut-être simplement un point. Il y a la patience, effectivement, mais il y a aussi une opportunité à prendre en termes de force de proposition. En tout cas, pour les entrepreneurs, mon vécu sur l'année et demie passée, c'est que les administrations prennent en compte les feedbacks qu'on leur donne. Le Maroc s'est doté de l'Agence de développement du digital. Le secrétaire d'État chargé de l'industrie va présenter sa charte de l'investissement. Et ils récoltent du feedback directement. Donc, en tant qu'entrepreneur, et en particulier dans le secteur du numérique, c'est très stimulant de pouvoir participer à cette construction-là. Alors, on va continuer à parler de Casablanca, mais tout de suite, je vous propose de faire une pause. Et merci beaucoup à Monsieur Biessi Bonnet d'être venu sur le plateau nous partager votre vie à Casablanca et vos conseils sur le climat des affaires et l'économie. On fait une pause et on se retrouve juste après. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes en direct des studios de TV5 Monde et nous parlons de Casablanca, la capitale économique du Maroc. J'ai eu le plaisir d'accueillir Nadia Lamlili. Vous êtes journaliste Maghreb Moyen-Orient et vous êtes également l'auteur de ce livre, Une plume dans la plaie. Alors c'est un roman qui raconte l'histoire d'un journal marocain confronté à un procès en justice. Ça se déroule justement à Casablanca, dans les quartiers historiques de la ville.
des quartiers qui peuvent en apparence dégager une certaine violence due à la circulation, à la pollution, à la dégradation de certains monuments historiques, mais qui dégagent une énergie absolument extraordinaire. Je pense qu'en fait, c'est un roman qui pousse à découvrir l'autre facette de Casablanca. On vient de parler du côté économique, mais il y a un côté historique très très riche qui ne demande qu'à être feuilleté, qu'à être découvert. Vous allez par exemple dans une brasserie Mère Sultan, vous allez découvrir que le boxeur Marcel Cerdan vivait dans le coin dans les années 40 et que d'ailleurs la brasserie porte son nom. Donc il y a plein de petits coins comme ça à Casablanca, art déco, qui sont absolument fabuleux et qui contribuent à la richesse et à l'authenticité de la ville. Alors, on parlait justement des différences culturelles entre la France et le Maroc. Ça a été mentionné, le Maroc, c'est pas la France, et inversement. Et donc, quelles sont les différences que vous notez ? En fait, c'est des différences qui sont un peu inhérentes à tout pays, je veux dire, étranger. Pour toute personne qui débarque de France, qui arrive au Maroc, elle a... D'abord, il y a le côté ville occidentale qui saute aux yeux. On a tout à Casablanca, on a les franchises, le parc automobile est pratiquement le même, sauf qu'il y a un peu trop de voitures par rapport aux infrastructures, donc on a beaucoup d'embouteillages et beaucoup de bouchons. La ville est en chantier à cause de la deuxième ligne du tramway. C'est une ville d'apparence occidentale, mais à l'intérieur, il y a des spécificités culturelles dues au mode de vie des gens, au statut de la femme. Alors, quel est ce statut, Anaé Bézad? Quel est le statut de la femme? C'est un vaste sujet si on doit s'intéresser au code de la famille, mais en tant que chef d'entreprise femme, je vois plus d'opportunités, une place à prendre pour les femmes qu'autre chose, surtout aujourd'hui et surtout dans l'écosystème dans lequel j'évolue, qui est l'écosystème du numérique. Si je dois mentionner quelques personnes, les pionnières de l'émergence de cet écosystème sont vraiment des femmes. La première boîte d'informatique au Maroc a été fondée par Madame Karkri, qui est présidente de la Fédération marocaine des télécommunications et de l'offshoring. On voit aussi dans cet écosystème beaucoup de fonds d'investissement portés par des Kenza Al-Hlou, des accélérateurs, des espaces de coworking, je pense au New York Lab porté par Fatem Zahra Biyaz. On peut s'attendre au Maroc à avoir une place plus grande accordée aux femmes et elle est clairement promue au plus haut niveau. Je pense aussi ces 6 dernières années, il faut le rappeler, on a eu une femme à la tête du patronat. Ça, absolument, Madame Ben Salah, qui était patronne des patrons pendant 6 ans. Alors, si je peux me permettre en fait d'ajouter, alors effectivement, dans le monde du travail, je pense que la situation de la femme, elle ne diffère pas vraiment de celle ici en France. On est confronté aux mêmes problématiques de plafond de verre, on est confronté aux inégalités salariales, mais je pense que la femme, elle a acquis quand même sa place. Le problème se pose au niveau de l'appropriation de l'espace public, c'est-à-dire qu'en fait, au Maroc, on est en train d'assister, enfin, ça fait plusieurs années déjà, un débat social sur la place de la femme dans l'espace public. Je veux dire que, par exemple, quand elle sort dans certains quartiers, elle n'est pas à l'abri de l'harcèlement moral, elle se fait siffler parfois. Donc, en fait, si vous voulez, les lois marocaines, il y en a beaucoup qui sont un peu patriarcales et donc du coup ça déteint sur la relation de l'homme à la femme. Et d'ailleurs au Maroc on a un des débats les plus dynamiques en matière de liberté individuelle. Donc en fait, si vous voulez, la situation elle est un peu contrastée. Elle est à la fois, disons, dans le monde du travail, on est pratiquement dans les mêmes standards comme ici en Europe, avec toujours les mêmes problématiques, mais il ne faut pas oublier que le combat au niveau des lois, qui est mené par les féministes et par beaucoup d'associations, ainsi que la situation patriarcale dans la société marocaine, déteignent sur ce monde du travail. Vous voyez, c'est d'où la complexité du sujet.
Je voulais juste rebondir rapidement sur le sujet culturel. Comme le disait si bien Hassan II, le Maroc est vraiment un arbre enraciné dans son historique arabo-berbère, musulman et africain, et dont les feuilles bruissent vers l'Occident. Donc il y a cette ouverture très forte, mais il y a aussi une réalité qui est assez complexe, le fait effectivement d'englober toutes ces cultures, qu'elles soient arabes, musulmanes, berbères, et méditerranéennes et africaines, et aussi avec une diversité. On ne peut pas parler du marocain, le casablancais n'est pas le fassi, n'est pas le marrakchi, n'est pas l'oriental. Donc souvent, en tant que Français, il y a une habitude de se dire, on a l'habitude de passer les vacances au Maroc, on connaît beaucoup de Marocains sur les bancs des grandes écoles françaises, etc. Mais quand on va faire du business, la réalité du terrain est autre, le monde de l'entreprise est autre, et il est important qu'on puisse comprendre ces codes culturels, les intégrer et les décoder. Quand on va en Asie, systématiquement, on se plonge dans les codes culturels pour être sûr de ne pas faire d'impair. Il faut faire de même quand on va au Maroc. Il faut essayer de comprendre les codes culturels, comprendre les réalités, le management terrain pour pouvoir justement l'intégrer et ne pas faire d'impair aussi. Alors on va écouter Romain Ferrier nous parler du coût de la vie à Casablanca. Pour ce qui est du coût de la vie, alors il y a eu une étude Mercer qui était sortie il y a quelques années. Le coût de la vie à Casablanca est comparable au coût de la vie de Lyon ou d'Istanbul. Donc on est sur des niveaux de vie qui sont à peu près similaires, avec sans doute un niveau du coût du logement qui est plus important, mais on va se rattraper sur d'autres charges qui vont être moindres, quant à la nourriture, quant à la participation des personnels de maison au sein de votre foyer. Grosso modo, vous auriez une femme de ménage pendant 2 heures par semaine à Lyon, ça coûte à peu près la même chose d'avoir quelqu'un à temps plein chez vous toute la semaine, grosso modo. Donc vous avez un niveau de service qui est quand même aussi top, avec des gens qui sont... c'est une grande force du Maroc, c'est quand même des gens qui sont éminemment sympathiques, avec lesquels c'est agréable d'interagir, qui ont énormément d'humour et qui sont surtout d'une gentillesse et qui n'ont qu'une envie, c'est de vous donner un coup de main et de vous aider. Donc ça, c'est vraiment super agréable. Charles Pomarède, vous aidez à s'installer au Maroc. Au niveau du coût de la vie et du logement, est-ce que c'est facile de trouver un logement, les procédures pour le trouver? Oui, alors, il y a une offre de logement qui est assez importante à Casablanca. Il y a eu beaucoup de constructions, tout type de logement, appartements, maisons. Je partage ce que disait Romain Ferrier sur le coût des logements, parce que nous, on a souvent des expatriés qui sont surpris par le prix relativement élevé des logements à Casablanca. Je veux dire, les loyers sont souvent plus chers, alors pas qu'à Paris, mais ils seront plus chers que dans une ville importante de province française. Comme on le disait tout à l'heure, l'important quand on s'installe, c'est aussi d'écouter, de se renseigner et de faire les choses dans l'ordre. Vous me posez la question de l'installation et des formalités. Le visa aussi. Le visa, alors effectivement, il y a 3 choses importantes quand on arrive au Maroc, et le Maroc ne fait pas exception par rapport aux autres pays. C'est-à-dire qu'il y a une politique qui est renforcée en termes de contrôle de la migration, que ce soit migration professionnelle ou non. Et donc, il y a des choses à faire dans l'ordre. Les personnes qui vont travailler vont devoir demander une autorisation de travail. C'est la première chose à faire, qui est délivrée par le ministère de l'Emploi. C'est une procédure qui peut prendre... en moyenne de 2 semaines à 2 mois en fonction du type de candidature. Ensuite, les personnes qui s'installent doivent demander un titre de séjour ça va leur permettre de rester sur le territoire pendant 1 an et puis ensuite 3 ans la deuxième fois qu'ils vont demander, donc et de faire des allées-venues. Et puis il y a souvent un sujet qui était un peu négligé mais qui l'est de moins en moins parce que l'administration fiscale surveille de plus en plus, c'est notamment être en règle vis-à-vis de la fiscalité quand on est étranger au Maroc. Il y a des obligations, notamment si on réside au Maroc, de payer ses impôts au Maroc. Beaucoup de gens ne le savaient pas ou disaient ne pas le savoir. Et là, c'est un sujet qui prend de l'ampleur, qui est pris très au sérieux par l'administration fiscale.
Et là-dessus, il faut aussi se mettre en règle rapidement pour ne pas après avoir des mauvaises surprises, notamment au moment du départ. Oui, si je peux en fait juste rajouter par rapport à la vidéo, j'ai 2 remarques. La première, c'est qu'effectivement, le coût de la vie à Casablanca reste abordable, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des postes de dépenses qui grèvent sérieusement le budget des ménages, notamment la scolarité, la santé et les loisirs. Alors justement, je pense que je propose d'en parler. Juste une autre remarque par rapport à la carte de séjour, parce que là j'ai une anecdote en fait, ou une histoire personnelle, c'est que les procédures sont parfois tellement, tellement lourdes qu'il y a certains cas spécifiques de Français qui s'installent au Maroc ne sont pas pris en considération. Moi, je suis mariée en fait à un Français, je veux dire un Français d'origine. Vous êtes franco-marocaine. Moi, je suis franco-marocaine et en fait, on a choisi d'habiter à Casablanca pendant 9 ans. Et quand je l'ai ramené de son Pays Basque, parce qu'il habitait là-bas, bon, moi j'ai eu le courage de le sortir de Bayonne. Et donc, du coup, quand on s'est installé, il voulait créer une activité libérale. Il est thérapeute manuel. Moi, je travaillais déjà. Et donc, en fait, il avait un problème, c'est que pour avoir son titre de séjour, il fallait qu'il justifie d'une activité professionnelle. Or, il n'avait pas encore créé son cabinet médical. Et pour créer, cabinet thérapeutique, et pour créer son activité professionnelle, on lui demandait une carte de séjour. Résultat des courses, il était dans un cercle vicieux entre les deux. Et donc, ça a pris 1 an pratiquement, où il a fait des allers-retours tous les 3 mois entre Casa et Paris. Et à la fin, j'étais obligée d'aller voir donc, les autorités pour leur dire, écoutez, on est mari et femme. Donc, il a droit à une carte de séjour. Parce qu'en fait, derrière, il y a une philosophie qui veut dire que l'homme doit subvenir aux règles de la famille. Et que, alors, on va continuer à en parler, mais tout de suite une pause et on se retrouve juste après. I can read and I can write. C'est 4 ans, je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes à la fin de cette émission sur Casablanca. Un dernier mot sur la scolarité, quelles sont les possibilités pour les Français? Alors pour les Français qui s'installent à Casablanca, il faut qu'ils sachent que l'enseignement, s'ils veulent mettre leurs enfants dans un établissement français, il faut qu'ils payent. C'est pas gratuit. Et c'est pas donné non plus. Il faut d'abord une première mise pour les droits d'inscription de 13 000 dirhams, je pense, donc aux environs 2 300 €. Ajouter à cela, pour l'école primaire, ajouter à cela des droits scolaires, les tarifs scolaires par année. Ça va tourner en moyenne dans les 30 000 dirhams par année, ce qui ramène à 3 000 €. Pour les Français, pour les Marocains, c'est encore plus cher. Donc, c'est juste l'idée que même s'ils débarquent au Maroc et qu'ils veulent mettre leurs enfants dans un établissement français, c'est payant. Deuxième chose, par rapport aux loisirs, Casablanca est une ville, c'est une très belle ville, mais qui manque d'espace vert. Et le très peu de parcs qui existent sont insuffisants et puis ils ne sont pas très bien entretenus tout le temps. Donc, ce qui fait que les gens, la plupart du temps, sont obligés d'aller vers des clubs privés, le club alpin français ou des clubs en bord de mer pour pouvoir
vaquer à leurs loisirs, prendre leur petite bière tranquillement, en plein ramadan, manger leur sandwich en bord de mer. C'est des choses parfaitement faisables, elles se font. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est tellement contrastée que parfois il faut vraiment l'apprivoiser pour savoir comment ça marche à l'intérieur. Un dernier conseil. Oui, dernier conseil. Moi, je rebondis sur ces procédures administratives et autres. Il faut juste rappeler que, en tout cas pour ceux qui vont dans le cadre d'une entreprise ou qui s'installent au Maroc, effectivement, il y a encore une fois le fast track de Casa Finance City où que ce soit les procédures de permis de travail ou de carte de séjour sont centralisées au même endroit avec une accélération beaucoup plus rapide que les autres. Et également, la plupart en tout cas des groupes internationaux s'adossent à des conseils pour leur gestion d'expatriés, donc qui accompagnent tous ces sujets. Et il y a aussi, comme on dit, ces prestataires de services et ces cabinets fortement présents au Maroc et qui font que il faut s'adosser à un conseil à un moment ou à un autre pour faciliter justement ces formalités, cette gestion d'expatriés, et beaucoup le font pour justement éviter ces tracasseries. Et bien entendu aussi, on le rappelle, en rentrant, parce qu'il y a des gens qui s'installent, mais à un moment il y a le retour, aussi toute la partie quitus fiscale est essentielle, que ce soit pour l'administration française et pour l'administration marocaine, pour ne pas avoir de surprise ultérieure. C'est la fin de cette émission. Un dernier conseil de votre côté ? Alors, je dirais simplement que l'expatriation peut être une expérience très riche. Elle l'est peut-être encore plus dans un pays qu'on croit connaître, mais dont il ne faut pas faire l'économie d'investir dans comprendre et saisir les subtilités culturelles. En tout cas, je pense que les Français qui le font au Maroc vivent une expérience qui est mémorable. Charles. Un dernier conseil, moi je pense qu'il faut venir au Maroc quand on s'installe avec le sourire, être content d'avoir une opportunité, c'est plus facile pour aborder les gens, et sourire au sens propre mais aussi figuré, c'est-à-dire prendre les choses avec un peu de recul, de détachement, et c'est ce qui permet aussi de faire en sorte que l'expatriation se passe bien. Et ça, c'est aussi un retour d'expérience de ce que nous, on peut voir au travers des clients qu'on est amené à gérer, entre ceux pour qui ça se passe très bien et ceux pour qui ça se passe très mal. C'est souvent une absence de prise de recul et de détachement. Merci beaucoup. Et peut-être un chiffre, oui. 80% des expatriés français au Maroc ont envie de rester et de prolonger leur expatriation. C'est une étude qu'on vient de faire pour un grand groupe international. Merci beaucoup d'être venu parler de Casablanca. Les 24 heures chrono continuent. Nous partons à Tokyo, au Japon.